Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous expliquer comment tracer une structure monoclinale. Mais n'oubliez pas de regarder la vidéo précédente de la réalisation d'un profil topographique qui est le support de toute coupe géologique. Et dans la même vidéo, vous allez apprendre à dessiner la structure tabulaire qui est la structure la plus simple à représenter. Dans ce tutoriel, nous allons commencer par des rappels. À l'état naturel, les couches se déposent dans un bassin de sédimentation, que ce soit dans les mers, dans les lacs ou bien dans les rivières, etc., selon le principe d'apport de sédiments. Par la suite, les couches se déposent à l'horizontale avec des couches les plus anciennes vers la base et les couches les plus récentes vers le sommet. Durant une période de temps, le poids des couches exerce une pression lithostatique engendrant le phénomène de la subsidence. La subsidence, c'est l'enfouissement des couches qui est lié soit à la pression lithostatique ou bien la tectonique des plaques. Ce qui nous intéresse, c'est qu'avec la subsidence, c'est-à-dire avec l'enfouissement, nous avons la température et la pression qui augmentent, conduisant à la consolidation du sédiment par le phénomène de la diagenèse qui donne naissance à la formation d'une roche qui est compétente. Généralement, on considère que l'épaisseur d'une couche est constante le long du toit et le mur. Le toit, c'est le sommet de la couche et le mur, c'est la base de la couche. Nous allons essayer de prendre une portion schématisée ici par le rectangle noir pour voir son évolution suite à des déformations tectoniques. À l'état naturel, les couches non déformées restent à l'horizontale et on parle d'une structure qui est tabulaire. Mais suite à des déformations, nous avons un changement de la position des couches. Si les couches subissent un basculement, c'est-à-dire le pondage est d'un seul sens, on parle d'une structure qui est monoclinale. Si les couches ont deux pondages opposés, on parle d'une structure plissée. Cette structure fera l'objet de la prochaine vidéo. Il y a aussi d'autres structures qui sont les failles. Ce que vous avez devant vous, c'est une faille inverse, mais il y a d'autres types de failles qui sont les failles normales, les failles décrochantes et les chevauchements. En résumé, les structures qu'on rencontre dans la nature sont les terrains horizontaux, soit dans un relief qui est plat sans érosion. Cette structure se matérialise sur la carte par les couches superficielles. Il faut toujours garder en tête que la cartographie se fait à partir du haut. Soit des terrains avec de l'érosion, et cette fois-ci, vous allez observer plusieurs couches. Il y a aussi des terrains monoclinaux qui ont subi un basculement dans un seul sens. Si le pondage arrive à 90 degrés, on parle des terrains verticaux. Vous avez ici des terrains faillés qui sont des terrains tabulaires affectés par des failles normales donnant naissance à des grabens et ces grabens seront remplis par la suite par du sédiment. Le dernier exemple, c'est des terrains plissés, mais cette fois-ci faillis. Donc vous avez ici un plissement avec des failles à ce niveau. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir l'essentiel pour la structure monoclinale, à savoir sa détermination sur la carte et la réalisation de sa coupe géologique. À travers ce que je viens d'expliquer, nous pouvons poser quelques questions. Premièrement, comment peut-on reconnaître une structure monoclinale sur la carte? La réponse est simple, c'est que les pondages sont dans le même sens. Ça nous ramène à poser une autre question qui est comment peut-on reconnaître le sens du pondage et la valeur du pondage dans une carte? La réponse également est simple, c'est par l'utilisation des signes conventionnels de pondage et les critères topographiques. Nous allons enchaîner par l'utilisation des signes conventionnels de pondage et par la suite les critères topographiques. Dans une carte, vous allez trouver ces signes qui indiquent le pondage et l'orientation de la couche. Je peux regrouper ces signes en deux catégories.
nous avons les extrêmes, à savoir la valeur 0 qui indique une structure tabulaire. Sur le terrain sans érosion, vous allez observer juste la largeur d'affleurement de la couche superficielle si l'érosion n'est pas intense. La largeur d'affleurement est l'épaisseur apparente d'une couche sur une coupe ou bien sur la carte. L'autre extrême, c'est la valeur 90 degrés du pondage qui indique une structure qui est verticale. Dans cette structure, la largeur d'affleurement est égale à l'épaisseur réelle. Pour les autres traits en forme de T, vous constatez que la longueur de la partie sommitale de T est constante et que l'autre trait perpendiculaire est variable. En effet, cette variation de la longueur du trait reflète le degré de pondage. Si vous avez un trait qui est lent, ça veut dire que le pondage est faible. Et si vous avez un trait qui est court, ça veut dire que le pondage il est fort. Un pondage faible implique l'observation d'une largeur d'affleurement étendue et un pondage fort implique l'observation d'une largeur d'affleurement qui est réduite. Et c'est normal puisqu'on s'approche de la verticale où la largeur d'affleurement est égale à l'épaisseur. Je reprends mon explication sur la lecture du pondage et de la direction car c'est très important et c'est la clé pour comprendre les structures géologiques. Je commence par la direction de la couche, j'ai mon signe de pondage, la partie sommitale de T indique la direction de la couche et le trait perpendiculaire indique le pondage et le sens du pondage. Et parfois, vous allez trouver un nombre qui indique le degré de pondage à côté de ce trait qui est vertical. Pour lire la direction, je dois imaginer une ligne qui passe à partir de nord-sud de la carte et ensuite d'imaginer une ligne qui passe à partir de la partie sommitale de T qui représente l'orientation de la couche. Donc, si deux lignes sont parallèles, ça veut dire que l'angle est égal à 0, ça veut dire que la direction est égale à nord 0. Ensuite, je dois mettre le pondage, j'ai sa valeur ici qui est donnée, c'est 35 degrés du pondage, mais je dois préciser le sens du pondage. Pour cette orientation nord-sud, j'ai un pondage soit vers l'est ou bien vers l'ouest. Mais dans mon exemple, j'ai un pondage qui a un regard vers l'ouest. Donc, je le note à côté de 35 degrés. Je prends un autre exemple, c'est presque le même, sauf que le regard du pondage change. Cette fois-ci, j'ai une orientation nord 0 degré et j'ai un pondage de 35 degrés, mais cette fois-ci avec un regard vers l'est. Donc, je le note. J'ai un pondage de 35 degrés vers l'est. Je prends un autre exemple. Il faut toujours imaginer les lignes qui sont parallèles à nord-sud. Ensuite, la ligne qui passe à travers la partie sommitale de T qui représente la direction. Je mesure l'angle. Il s'agit de 45 degrés. Donc, je peux noter la direction. Elle est égale à nord 45 degrés. Ensuite, la valeur du pondage qui est égale à 35 degrés, il faut déterminer son regard. Donc, il a un regard qui est vers le nord-ouest, donc je le note vers le nord-ouest. Le même exemple avec le sens opposé du pondage. Donc, j'ai la ligne qui est parallèle, ensuite la ligne qui passe à travers la partie sommitale de T. L'angle ici est égal à 45 degrés. Donc, la direction de la couche, c'est nord 45 degrés. Ensuite, la valeur du pondage qui est égale à 35 degrés avec un regard qui est vers le sud-est. Pour la lecture de la valeur du pondage, soit la valeur de pondage est notée à côté de ce segment qui est perpendiculaire, soit la longueur de ce segment donne une indication sur la valeur du pondage. Dans notre exemple, nous avons 15 degrés indiqués par un trait long de ce segment. Et ce segment devient de plus en plus court jusqu'à arriver
À 90 degrés, c'est la structure verticale qui est indiquée par un trait long et un trait court perpendiculaire ou bien parfois par un trait point trait. Et la structure tabulaire qui a une valeur 0 de pondage est indiquée par un plus ou bien croix au niveau de la formation. On est arrivé au critère numéro 2 qui est la détermination d'une structure monoclinale dans un relief plat, c'est-à-dire en absence d'une topographie en relief. En haut, c'est ce que vous observez sur la carte et en bas, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Je cache la partie qu'on cherche et je vais vous montrer comment la déduire. Premièrement, je cherche la direction de la couche. Et dans un relief plat, la direction des couches est celle des contours géologiques. Les contours géologiques sont les murs et les toits, ou bien ce sont les bases et les sommets des formations. Donc, ces limites sont les contours géologiques. Et nous avons dit que la direction des couches est parallèle à ces contours géologiques. Donc, je peux commencer par tracer la direction de la couche et je regarde ces lignes, elles sont parallèles à la ligne nord-sud de la carte, donc la direction des couches est nord-sud. À partir de cette direction, je n'ai pas le choix, j'ai soit un pondage qui est vers l'est ou bien un pondage qui est vers l'ouest. Et je vais vous montrer comment le déterminer. Pour cela, je vais utiliser le critère de l'âge des formations géologiques. Dans n'importe quelle carte, la légende est structurée de telle sorte à avoir les couches les plus anciennes vers la base et les couches les plus récentes vers le sommet, à l'exception des terrains magmatiques. Et dans mon exemple, la couche la plus ancienne, c'est C4 et la couche la plus récente, c'est C7. Pour déterminer le sens du pondage est indiqué en allant des terrains les plus anciens vers les terrains les plus récents. Et je peux tracer un trait qui est perpendiculaire à la direction de ma couche. Et j'ai terminé avec le signe de pondage. Avec juste ces critères, je ne peux pas déterminer la valeur du pondage. Donc la couche, elle a une direction nord-sud avec un pondage qui est vers l'ouest. J'enchaîne avec le critère numéro 3 pour déterminer le sens du pondage dans un relief qui est accidenté, c'est-à-dire là où il y a une topographie telle que les vallées, les lignes de crête, les collines. Il suffit de chercher l'un de ces critères pour déterminer le sens du pondage. La première des choses à chercher, c'est l'intersection des courbes de niveau avec le contour géologique et par la suite, nous allons chercher les lignes de Thalweg, les lignes de crête ou bien la structure en colline. Premièrement, un plan qui est incliné recoupe les courbes de niveau sous un angle alpha et cet angle est de temps plus grand que le pondage est fort. Et si nous avons un angle qui est faible, ça veut dire que le pondage est faible et c'est normal puisqu'on s'approche de la structure tabulaire là où nous avons les courbes de niveau qui sont parallèles avec les contours géologiques. Deuxièmement, pour déterminer le pondage, je dois chercher l'un de ces trois critères topographiques, que ce soit les lignes de Thalweg, qui sont les lignes de la plus grande pente des vallées, ou bien les lignes de crête, qui sont les lignes de partage des eaux, ou bien la structure en colline caractérisée par des courbes de niveau qui sont fermées avec le point culminant dans sa partie centrale. Commençons par le cas de la topographie en Thalweg et lignes de crête, soit les trois plans, le plan P1 et P3 qui sont inclinés et le plan P2 qui est vertical. À partir de leur tracé sur la carte, on peut déduire les conclusions suivantes. Pour le plan P2, je projette des points de référence sur la carte et je constate qu'ils sont liés par une ligne rectiligne en passant par le Thalweg et également en passant par la ligne de crête.
Donc, en première constatation, dans le cas d'un plan qui est vertical, la projection sur la carte est une ligne rectiligne. Pour un plan incliné P1, je projette également les points de référence et vous allez constater que la ligne passe en changeant la direction au niveau du talweg et également au niveau de la ligne de crête en créant un V, soit au niveau du talweg et également au niveau de la ligne de crête. Donc, comme deuxième constatation, dans le cas d'un plan qui est incliné, la projection sur une carte est une ligne qui forme des V aussi bien au niveau des talwegs et également au niveau des lignes de crête. Comme résumé du cas de la topographie en talweg et en ligne de crête, pour un plan vertical qui passe à travers le talweg et la ligne de crête, sa représentation se fait par une ligne qui est rectiligne. Et c'est ce qui est représenté en rouge. Et pour un plan qui est incliné, qui passe à travers le talweg et la ligne de crête, sa représentation se fait par un V. Et la pointe de V au niveau du talweg indique le sens du pondage. Dans notre exemple, la pointe de V est dirigée vers le sud, donc le pondage est vers le sud. Et au niveau de la ligne de crête, la pointe de V indique le sens inverse du pondage. Dans notre exemple, la pointe de V est dirigée vers le nord, donc le pondage du plan est vers le sud. Notez bien que l'ouverture de V donne une indication sur le degré de pondage. Donc si vous avez un V très ouvert, donc le pondage est fort, et si vous avez un V qui est fermé, le pondage est faible. Nous pouvons aussi utiliser la méthode des 3 points pour la détermination du pondage d'une couche dans les talwegs, dans les lignes de crête, mais dans cet exemple, je vais l'appliquer sur le cas d'une topographie en colline. Pour cela, je prends 3 points de l'une des 2 limites de mon plan. Je commence par le point A qui correspond à l'intersection de la ligne de la coupe et le contour géologique. Le point A signifie que ce point affleure à la surface, c'est-à-dire je peux le projeter directement jusqu'au profil. Pour le point A, soit je connais l'altitude ou bien je peux la déduire en lisant sur l'axe des altitudes. Concernant les 2 points B et C, je dois les prendre dans la même limite, c'est-à-dire dans le même contour géologique, de telle sorte à avoir l'intersection avec la même valeur de courbe de niveau. Dans notre exemple, l'intersection est avec la courbe de 400. Je peux tracer une ligne rectiligne reliant le point B et C. Cette ligne représente une horizontale, c'est-à-dire c'est tous les points qui ont la même altitude de 400 et appartenant à la limite tracée en rouge. Et à partir de cette ligne, je peux déterminer l'orientation de ma couche. J'observe que le segment BC est parallèle à la direction nord-sud, donc l'orientation de la couche est nord-sud. Je reviens sur la détermination du pondage. Dans notre profil, nous avons déterminé le point A qui correspond à l'intersection de la ligne de la coupe et le contour géologique. Ensuite, nous avons pris les points B et C dans la même limite, de telle sorte qu'ils sont en intersection avec la même valeur de courbe de niveau. Et ensuite, nous avons tracé le segment BC. En effet, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche qu'est-ce qui se passe au niveau de notre étoile située à ce niveau. Mon étoile est alignée avec les points B et C. Ça veut dire que l'étoile a une altitude qui est égale à 400. Et en même temps, l'étoile fait partie du même contour géologique qui contient les points A, B et C.
Donc je peux projeter l'étoile jusqu'à son altitude qui est égale à 400. Et j'ai dit que l'étoile et le point A font partie du même plan. Donc j'ai le droit de tracer une ligne rectiligne reliant le point A et mon étoile. Et par conséquent, j'ai tracé la limite rouge. Maintenant, c'est facile de mesurer le pondage en utilisant le rapporteur d'angle pour mesurer l'angle entre l'horizontal et le plan que j'ai tracé. La valeur de l'angle est égale à 35 degrés. Donc le pondage est égal à 35 degrés. Je peux conclure que mon plan a une direction nord-0, c'est-à-dire nord-sud, que j'ai déterminé à partir du tracé BC qui est parallèle à la direction nord-sud ou bien nord-0. Et le degré de pondage que j'ai déterminé à partir de la coupe qui est égal à 35 degrés, et je dois déterminer le sens du pondage. À partir de la même coupe, j'observe que le plan a un regard vers l'ouest. Donc le sens du pondage, il est vers l'ouest. Donc mon plan a une direction nord-0 ou bien nord-sud et un pondage de 35 degrés vers l'ouest. Pour le cas d'un plan qui est vertical ou bien un plan qui est incliné, l'application de la règle des 3 points est simple et les conclusions qu'on peut tirer sont: premièrement, si un plan passe à travers une colline sans changer de direction, et c'est-à-dire il passe d'une manière rectiligne, ça veut dire que le plan est vertical et la direction de ce plan est parallèle au contour géologique, c'est-à-dire il est parallèle aux limites des couches géologiques. Et deuxièmement, si un plan passe à travers une colline et que les limites du contour géologique sont parallèles avec les courbes de niveau, ça veut dire que le plan est horizontal. Et troisièmement, si un plan passe à travers une colline en changeant de direction, ça veut dire que le plan est incliné. Et comme le cas des lignes de crête, je peux utiliser la pointe de V pour déterminer le sens du pondage. Dans notre exemple, la pointe de V est dirigée vers l'est, ça veut dire que le pondage de la couche est vers l'ouest. Et je peux utiliser la règle des 3 points pour déterminer la valeur du pondage. En résumé, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que dans une carte géologique, je dois commencer par l'observation des signes de pondage ou bien l'intersection des courbes de niveau avec les contours géologiques pour déterminer la nature de la structure. Et pour déterminer le sens du pondage, je dois chercher au niveau des lignes de Thalweg, les lignes de crête ou bien la structure en colline. Au niveau des lignes de Thalweg, la pointe de V indique le sens du pondage. Au niveau des lignes de crête et les structures en colline, la pointe de V indique le sens inverse du pondage. Ici, les limites des couches passent d'une manière rectiligne sans changer de direction, c'est-à-dire elles ne forment pas un V au niveau des Thalweg ou bien au niveau des lignes de crête ou bien la structure en colline. Ça veut dire que la structure est verticale. Et si vous avez les contours géologiques qui sont parallèles avec les courbes de niveau, ça veut dire que la structure est horizontale. Vous trouverez en attaché sous la vidéo cet exercice. Je vais vous laisser le temps d'appliquer en attendant que je prépare la deuxième partie de la vidéo contenant la résolution de cet exercice. Il y a plusieurs techniques pour représenter une couche inclinée dans une coupe géologique en fonction des données que nous avons sur la carte géologique. Mais vous allez garder en tête qu'il y a deux méthodes, soit en connaissant le sens et la valeur du pondage, ou bien en connaissant le sens du pondage et l'épaisseur d'une couche. Commençons par le cas où nous avons le sens et la valeur du pondage qui est indiqué par le signe conventionnel ici, avec une direction nord-sud et un pondage de 45 degrés vers l'ouest. Je commence par représenter les limites des couches, c'est-à-dire A et B.
B c'est la limite inférieure et A c'est la limite supérieure. Comment j'ai pu déterminer la limite inférieure et la limite supérieure? Tout simplement par l'utilisation des notions que nous avons acquis. Nous avons dit que le pondage est en allant des terrains les plus anciens vers les plus récents. Et le pondage, il est de l'est vers l'ouest, ça veut dire que B est dans les terrains les plus anciens et A dans les terrains les plus récents. C'est pour cela que j'ai dit que B c'est la limite inférieure et A c'est la limite supérieure. Et pour représenter la couche dans une coupe géologique, je commence par la projection des deux limites. Ensuite, j'utilise le rapporteur d'angle pour mesurer 45 degrés vers l'ouest qui est donné par le signe de pondage. Et ensuite, je trace une ligne qui correspond à la limite supérieure de la couche. Ensuite, je trace une ligne parallèle qui passe à travers le point B' et ça correspond à la limite inférieure puisque nous avons dit que l'épaisseur d'une couche est constante le long du toit et le mur. Ça veut dire que la limite supérieure et la limite inférieure sont parallèles. Et facilement, je peux déduire l'épaisseur de la couche en mesurant perpendiculairement à la limite supérieure et la limite inférieure. Dans le cas où nous avons le sens du pondage et l'épaisseur de la couche, je commence par la projection des points A et B. Ensuite, je trace le cercle dont le rayon c'est l'épaisseur de la couche et le centre c'est la limite supérieure de la couche. Ensuite, je trace la tangente qui passe à travers la projection de la limite inférieure. Donc ici, j'ai tracé la limite inférieure et je dois déterminer la limite supérieure. Et la limite supérieure, on sait que l'épaisseur est constante le long du toit et le mur, donc je peux la déterminer en traçant une ligne qui est parallèle. Et pour mesurer l'angle, je peux utiliser le rapporteur d'angle et l'angle mesuré est égal à 45 degrés. La vidéo de la première partie arrive à son terme et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie où je vais essayer de résoudre l'exercice que vous allez trouver en attaché. Et si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à me contacter par email.